Avec nous pour aller plus loin ce soir, Emmanuel Grégoire, bonsoir, adjoint à la mairie de Paris en charge des finances et chargé justement de la mission sur la gratuité des transports. Frédéric Errand, économiste, spécialiste des transports, maître de conférence à l'université Lille 1. Guy Lebras, directeur général du groupement des autorités responsables de transport. Et Claude Fauché, délégué général de l'UTP, l'Union des transports publics ferroviaires. Justement, pour bien lancer ce débat, je voudrais qu'on regarde tout de suite cette déclaration de Jean-Pierre Farandon, qui est le président de l'Union des transports publics et de Keolis, une filiale de la SNCF. Voici ce qu'il nous dit. Les transports gratuits, ça n'existe pas. Il faut bien que quelqu'un paie et l'argent manque. Sur quel porte-monnaie retomberait la gratuité des transports en commun, Frédéric Errand, d'après vous ? Oui, bien entendu, le contribuable. Bien entendu, c'est lui qui paiera la note de toute façon. Mais le problème est, avant de voir le modèle économique, et de se poser la question, est-ce que c'est souhaitable ? Et là, je voudrais dire tout de suite que, pour moi, c'est une mesure incohérente. Pourquoi ? Parce que c'est une mesure qui va forcément avoir des incidents sur toute la politique de déplacement de la ville de Paris ou des villes qui décident cette mesure. Qui seront les nouveaux usagers des transports publics ? Eh bien, ce seront d'abord, toutes les études le montrent, d'abord des cyclistes, ensuite des piétons et très peu d'automobilistes. C'est ce que l'on constate. Ça veut dire clairement que cette mesure est une mesure anticycliste, anti-piéton et très peu défavorable finalement à la voiture. C'est ça le problème de fond au départ qu'il faut se poser. Alors on va répondre à cette question. Emmanuel Grégoire, je suppose que vous avez envie de réagir. Peut-être tout de même, quand même, cette question du modèle économique. Sur qui cela va retomber ? Évidemment qu'on pense tout de suite à la fiscalité locale, nationale, régionale, on ne sait pas, mais on se doute bien que quelqu'un va payer. Oui, quelqu'un va payer, ça, que ce soit très clair. Pourquoi ? C'est parce que quand on évoque la gratuité, il ne s'agit pas de dégrader le service. Donc la perte de recettes qui serait liée à la billetterie devra être compensée. Et elle devra même être plus que compensée, parce que si on fait la promotion de la gratuité, c'est bien parce qu'on espère qu'un renforcement des transports publics permettra d'activer des leviers de politique publique en matière de lutte contre la pollution, de lutte contre les inégalités territoriales, etc. Qui va payer ? Pas forcément le contribuable. Parce que, c'est d'ailleurs démontré dans votre documentaire introductif, c'est aujourd'hui les entreprises qui payent principalement. Donc on pourrait imaginer que les entreprises puissent augmenter leur contribution au financement des transports en commun. Donc est-ce que c'est possible ? Pour ceux qui travaillent. Oui, tout à fait. Enfin, c'est évoqué aujourd'hui. Est-ce que c'est possible ? Oui. La vraie question, et vous avez totalement raison, et l'étude devra permettre d'approfondir, c'est est-ce que c'est souhaitable en réalité ? Et là, j'entends votre argument, il est très intéressant, il faudra l'étudier plus en détail, mais cet argument est principalement lié au type de mobilité gratuite qu'on observe, c'est-à-dire les réseaux de bus, les réseaux de surface, qui sont effectivement plutôt en concurrence, on va dire, avec les mobilités douces, marche, vélo. En revanche, et notamment à l'échelle de l'Île-de-France, on peut introduire une réflexion sur des transports plus longs, notamment par exemple les RER, etc. On ne peut pas dire que la gratuité d'un RER viendrait concurrencer le vélo ou la marche. Et le deuxième sujet, il y en a plein à évoquer, mais la gratuité n'est pas forcément pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer des pistes différenciées. D'abord, est-ce que c'est tout ou partie des transports en commun. Vous avez évoqué dans les arbitrages, est-ce que c'est le métro, et ou les bus, et ou les RER, et ou les dessertes assurées par Optile. Mais la question aussi, c'est est-ce que c'est la gratuité pour tous les usagers ? On pourrait très bien imaginer que notamment les contribuables franciliens aient un accès gratuit au transport et qu'en revanche, les utilisateurs ponctuels, je pense particulièrement aux touristes, puissent eux continuer à payer. Et donc, on voit bien qu'il faut pouvoir travailler là-dessus, et c'est l'objet de l'étude. On va y travailler avec les usagers, les économistes des transports, les industriels et les professionnels du secteur, pour voir si c'est possible et si c'est souhaitable. Et l'idée est vraiment d'associer tout le monde pour pouvoir y travailler sérieusement. Et c'est justement pour cela qu'on organise ce débat. Claude Fauché, c'est aussi pour participer à cette réflexion. Frédéric Errand nous dit que c'est forcément le contribuable qui va payer. Emmanuel Grégoire nous dit pas forcément, ça peut être les employeurs. On augmenterait la contribution de la part des entreprises. Alors oui, effectivement, comme l'a dit Jean-Pierre Farandou, qui était notre président jusqu'en juin dernier, la gratuité totale n'existe pas. Et ce qui n'est pas payé par le voyageur doit être payé par le contribuable, qu'il s'agisse du voyageur
qu'il s'agisse de l'entreprise. On l'a vu. Et d'ailleurs, on rappelle que les entreprises aujourd'hui financent pour leurs salariés 50% ou moins de leur abonnement. Si demain, il y a une gratuité totale, cette partie-là, également, les entreprises n'auraient pas à la verser. Mais ils la verseraient autrement. Ce serait vraisemblablement le versement transport qui serait appelé à augmenter, de même que les impôts locaux que paient l'ensemble des citoyens contribuables, qu'il s'agisse des familles ou des entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est que, quoi qu'il en soit, et comme cela a été dit, aujourd'hui, ce n'est pas la motivation économique qui conduit quelqu'un qui prend sa voiture à demain renoncer à sa voiture pour prendre éventuellement les transports en commun. Parce que quoi qu'il en soit, et c'est particulièrement vrai en Ile-de-France où avec un pass Navigo à 75 €, on est quoi qu'il en soit toujours moins cher par l'usage des transports publics que l'usage de la voiture. Donc la motivation économique n'est pas une motivation qui fonde le report modal. Ce qui fonde le report modal, c'est la qualité de service dans les transports qui permet aux voyageurs d'être assurés d'un temps de trajet toujours plus rapide, toujours plus fiable que l'usage de sa voiture individuelle. Et par rapport à cela, la qualité de service dans les transports justifie de moyens importants, justifie d'investissements extrêmement importants pour assurer une régularité, pour assurer une fréquence, pour assurer une qualité des matériels de service à bord, avec le Wi-Fi, etc., qui font que demain, davantage d'usagers attendent un renforcement de la qualité de service dans les transports, plutôt qu'une dégradation de cette qualité, auquel pourrait conduire malheureusement une gratuité totale dans les transports par l'absence des ressources nécessaires à améliorer les services de transport. Et l'UTP avait pris en 2014 une position commune avec la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, parce que véritablement, ce qu'attendent les usagers, c'est davantage de qualité, davantage de services, et non la gratuité. La gratuité totale pour l'ensemble des usagers. Qu'il puisse y avoir une gratuité pour les usagers les plus en difficulté financièrement, dans le cadre notamment d'une tarification solidaire, cela peut se justifier. En revanche, la gratuité totale pour tous les usagers nous paraît conduire à priver les transports de ressources qui sont utiles et nécessaires à leur développement. Guy Lebras, les automobilistes pourraient être plus motivés s'il y avait aussi péage urbain, ce qui est aussi évoqué. On peut reparler du péage urbain, mais avant, je voudrais quand même revenir sur les fondamentaux en matière de tarification des transports. C'est une prérogative de l'autorité organisatrice. Alors, en l'occurrence, l'autorité organisatrice en Ile-de-France, c'est Ile-de-France Mobilité. C'est donc à Ile-de-France Mobilité qu'il revient au final de prendre cette décision. Et il y a un deuxième principe qui est très important, c'est le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui dit que, effectivement, si une collectivité veut la gratuité des transports, elle doit pouvoir le faire. Alors ensuite, tel que posé, transport gratuit mais qui va payer, la question est un peu simpliste. Parce qu'en fait, la gratuité, elle existe déjà dans notre pays. Il y a une quinzaine de réseaux en dehors de l'Île-de-France qui font la gratuité totale. Le problème, c'est un problème effectivement de ressources. Alors déjà, je voudrais corriger une petite chose qui a été dite. Ce ne sont pas les entreprises qui payent le versement transport. Les entreprises payent le versement transport, mais ce sont les employeurs. Il y a aussi évidemment les employeurs publics, dont les collectivités, qui payent le versement transport pour leurs propres salariés. Donc de ce point de vue-là, il faut être très précis. Et la problématique, pourquoi est-ce que dans le monde, il n'y a pas un seul très grand réseau de taille, je dirais, métropolitaine comme Paris, qui a fait la gratuité dans les transports publics? Et bien tout simplement parce qu'on a un problème, c'est que si on fait la gratuité, il y a une augmentation très importante de la fréquentation. Dans les petits réseaux de province qui ont fait la gratuité, on a vu parfois jusqu'à des doublements de la fréquentation, et qu'aujourd'hui, les réseaux des grandes métropoles ne sont pas formatés pour pouvoir absorber ce supplément de fréquentation. Et donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas se poser la question de la gratuité avant de se poser la question de quelle offre on va apporter aux voyageurs qui utilisent le réseau. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours au bout du compte quelqu'un qui paye. Alors, vous parlez des péages urbains. Bon,
Il me semble me rappeler que Anne Hidalgo n'était pas très favorable au péage urbain il y a quelques mois. C'est vrai que dans certains pays, je pense en Italie à Rome ou je pense en Angleterre à Londres, on a établi du péage urbain, mais ça n'est pas pour autant que les réseaux sont gratuits. Donc, quelque part, le péage urbain est aussi là pour réguler dans ces pays, enfin dans ces villes, la circulation automobile. Donc, vraiment, la problématique du transport gratuit, d'abord, c'est effectivement, comme le disait Claude Fauché, est-ce que c'est le transport totalement gratuit? Aujourd'hui, il y a 15 villes en France qui font la gratuité totale, mais vous avez 24 villes et bientôt 25 qui vont aussi faire de la gratuité partielle. Et nous, au GART, donc au groupement des autorités responsables de transport, nous aimons bien parler de la tarification solidaire qui est une des solutions pour permettre aux usagers qui n'ont pas les moyens de payer l'abonnement, d'avoir un abonnement qui soit à un tarif adapté à leurs moyens financiers. Alors, la patronne de la RATP, Catherine Guillouard, ne montre pas non plus beaucoup d'enthousiasme sur cette gratuité des transports. Avec la gratuité, dit-elle, les coûts explosent parce qu'il y a une intensification du service et que ça attire plus de monde. Donc, si je comprends bien, transport gratuit, plus de monde dans les transports, plus de trafic, plus d'entretien aussi, donc plus de dépenses potentielles. J'ai l'impression que l'équation est quand même assez insoluble, Frédéric Héran. Oui, complètement. Les transports publics à Paris sont saturés. Il y a plusieurs lignes, sont vraiment au bord de l'asphyxie. On ne sait pas comment faire face à cet afflux. Et on voit déjà les usagers commencer à se détourner du métro parce que ils n'en peuvent plus, quoi, des conditions... qu'ils peuvent, en tout cas, ils prennent le bus ou le Vélib. Je rappelle qu'en 20 ans, le métro a connu 30% d'augmentation de fréquentation à Paris, intramuros, 25 ans à peu près. C'est considérable, mais on est vraiment là, à la limite complète de la saturation. Je rappelle que rendre gratuit un bien, ça augmente la demande de façon considérable, et de façon d'ailleurs infinie. Et puisque c'est gratuit, on a tendance à le détourner de son usage. Par exemple, je ne sais pas, moi, se réunir dans le métro pour causer, et même plus pour se déplacer. Ça devient un non-sens, quoi. Donc il faut garder une tarification avec, bien entendu, des tarifs sociaux pour ceux qui en ont besoin. Mais pourquoi rendre gratuit un mode de transport pour lesquels déjà plein de gens sont tout à fait prêts à payer? Pourquoi leur donner cet effet d'aubaine, comme cela, le rendre gratuit, alors que la plupart des usagers parisiens ne le demandent absolument pas? Oui, moi je vois quand même quelque chose de positif dans ce débat, parce que je suis quelqu'un de positif et je veux toujours voir le bon côté des choses. Aujourd'hui, le débat qui est posé, d'abord, je crois comprendre que la maire de Paris, mais ça... n'a pas tranché. Elle n'a pas tranché, elle n'a pas dit on va faire le transport gratuit, elle a dit on va étudier. Absolument. Valérie Pécresse a d'ailleurs répondu qu'elle était ouverte à la discussion. Et moi, je crois que ce débat va avoir une vertu. C'est enfin de faire comprendre à nos concitoyens que les transports ont un coût et qu'en réalité, ils n'assument qu'une partie très faible de ce coût. En moyenne, au niveau national, c'est 17%. C'est un petit peu plus sur au Paris, niveau c'est 25%. voilà, c'est un peu plus au niveau de Paris, mais globalement, c'est très faible. Quand vous allez dans des capitales comme Londres, le voyageur paye 100% du prix des opérations. Et donc, les abonnements sont incomparablement plus chers. Donc, je crois que ça va permettre de remettre les choses dans le bon ordre, de voir ce qu'il est possible de faire, et effectivement, de se poser toutes les questions techniques et de voir toutes les problématiques qui sont posées par ce débat-là. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que nous, au groupement des autorités responsables de transport, nous ne voyons pas trop comment nous passer globalement de la recette des voyageurs, mais nous ne voulons pas dire non plus à une collectivité « vous voulez faire la gratuité, c'est mal ». C'est plus compliqué que ça. Alors, la gratuité des transports en commun, effectivement, vous l'avez dit, ça existe déjà dans plusieurs villes de France, plutôt des villes moyennes, dont la superficie et la démographie n'ont évidemment strictement rien à voir avec celle de Paris, mais cela vaut de s'y intéresser de près ce soir. À Dunkerque, les transports sont gratuits le week-end pour le moment, mais ils seront gratuits tout le temps à partir de septembre. Illustration dans ce reportage de Jérôme Rabier. Depuis 2 ans, la mesure s'affiche en grand sur les bus de l'agglomération dunkerquoise. Le week-end, pas besoin de prendre un ticket ou de valider. Promesse de campagne municipale en 2014, la gratuité des transports toute l'année verra le jour en septembre prochain. Mais dès aujourd'hui, la mesure a un impact en termes de fréquentation.
Rien qu'avec l'effet gratuité, tu as plus 30% le samedi et 80% le dimanche. Et donc demain, avec le nouveau réseau et donc tout le reste, évidemment, on s'attend encore à un coup de booster. Et côté finances publiques, le coût de la mesure est un choix que le maire assume politiquement. Avant la gratuité, le bus était déjà financé à 90% par la fiscalité locale. Et en fait, la billettique, ce que payaient les usagers par abonnement ou par billet, ne représentait que 10% du coût, c'est-à-dire 4,5 millions. Donc ce qui n'était pas énorme. En attendant la gratuité, les travaux d'aménagement en ville battent leur plein. Voies réservées aux bus, réseau de desserte densifié et repensé. La ville s'active sur tous les chantiers, car c'est un doublement de fréquentation de ce mode de transport qui est attendu pour la fin du mandat municipal en 2020. Et j'ajoute qu'une étude indépendante réalisée durant 6 mois à Dunkerque a fait apparaître une baisse de 59% du nombre d'actes d'incivilité. Et là-bas, 72% des personnes interrogées estiment que la gratuité constitue une avancée. Emmanuel Grégoire, est-ce que ça vous inspire un exemple comme celui-ci et dans quelle mesure ? Oui, parce que d'abord, ça vient battre en brèche quelques idées reçues ou préconçues que vous évoquiez tout à l'heure. Je veux bien qu'on craigne que la gratuité des transports soit détournée de son usage. Mais enfin, il y a aujourd'hui dans le métro des gens qui y sont et ils n'ont ni pied, leur billet, ni leur passe Navigo. Ils y sont parce qu'il y fait chaud. Bref. Donc c'est déjà détourné, c'est oui, ce que vous nous dites. Bien sûr. Enfin, voilà. Ça montre effectivement que contrairement à une idée intuitive, c'est la gratuité, c'est l'incivilité, c'est la négligence. C'est pas du tout aussi simple et qu'on peut avoir heureusement parfois de bonnes surprises. Ce qui est très important, c'est dit dans ce reportage, ça a été évoqué, c'est un préalable. On envisage la gratuité. Pourquoi ? Parce que on veut privilégier des modes de transport collectifs et donc réduire principalement la densité du trafic et surtout l'impact sur l'environnement et donc diminuer la pollution. Et il est évident qu'on ne raisonne pas à un niveau d'activité constant. L'idée, c'est qu'il y ait une augmentation du taux de recours au transport public. Et l'étude aura pour objectif de modéliser ça et de voir les impacts sur la saturation qui est réelle à certains horaires, notamment dans Paris, intramuros sur des lignes de métro, et de modéliser quelles sont les nécessités d'investissement en infrastructure qui seraient liées à l'augmentation du taux d'usage des transports en commun. Mais d'abord, ça me permet d'introduire quelques notions. C'est qu'on peut imaginer, on le documentera dans l'étude, des gratuités partielles en fonction de moments de la journée. Des villes dans le monde l'ont fait. Absolument. Tester la gratuité à des horaires précisément pour introduire des modifications de comportement visant à lisser la charge d'usage des transports en commun, ce qui évite de construire 2 lignes utiles 1 heure par jour et de lisser et donc d'avoir à faire des économies d'investissement. Je le dis pour nos téléspectateurs, la gratuité partielle est notamment mise en place dans plusieurs villes américaines. J'ai noté Miami, Salt Lake City, Singapour Pittsburgh. l'a fait pendant un moment le matin. On est sur des expérimentations qui nécessitent d'ailleurs d'être étudiées parce qu'on a des retours mitigés sur ces expériences, à la fois sur les comportements d'usage pas toujours positifs, mais il faudra mesurer quelles sont les externalités négatives, vous en avez évoqué certaines, mais quelles sont les externalités positives. Et vraiment, j'insiste sur un point qui n'a pas encore été abordé et qui est dans notre esprit fondamental et probablement qui sera l'un des sujets les plus complexes à aborder. C'est que nous vivons en ce moment, et probablement de façon accélérée dans les années qui viennent, une révolution des mobilités. Et notamment, introduire dans la réflexion l'idée via le véhicule autonome, via les véhicules propres, via vraiment les révolutions d'usage de la part des citoyens, de la part des particuliers, pourrait introduire des comportements totalement différents dans la matière d'utiliser les transports. Et qu'en fait, le recours à un véhicule individuel ne soit qu'un élément du mix, comme on appelle le mix de déplacement, et dès lors que l'attractivité des transports publics puisse être considérablement renforcée. Et on pense que la réflexion sur la gratuité, qui n'est pas du tout arbitrée, c'est une évidence, parce qu'il faut vérifier si c'est utile socialement pour nous tous, peut être un levier très spectaculaire d'accélération de l'évolution de ces mobilités. Et je voudrais qu'on regarde cette réponse à notre question Twitter du jour. Prendriez-vous davantage les transports s'ils étaient gratuits ? Réponse de notre téléspectateur Tara Blaise-Crochet. Oui, je suis au RSA, je me déplace à vélo, mais renonce à de nombreux déplacements. Comptez 1h30 de trajet pour aller acheter un tube de gouache à 61 ans et vivant dans un HLM insalubre, je commence sérieusement à peiner. Claude Fauché, comment ça vous fait réagir ? Oui. Comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, nous sommes naturellement tout à fait favorables à une tarification solidaire qui permet, et suivant les principes du Conseil national de la résistance, à chacun
d'utiliser les transports selon ses besoins tout en payant selon ses moyens. Mais sur la révolution de la mobilité qui nous attend. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Il peut y avoir des situations pour lesquelles la gratuité est justifiée. En revanche, c'est bien la problématique de la gratuité totale qui interroge. Alors clairement, oui, nous vivons une révolution des mobilités et cette révolution des mobilités, qu'il s'agisse de l'enjeu de la transition énergétique, qu'il s'agisse de l'enjeu de la révolution numérique que nous vivons, justifie d'importants investissements, justifie des moyens extrêmement colossaux pour la construction de nouvelles lignes et sachant que nous sommes dans une dimension où les problèmes doivent être examinés à la dimension de l'ensemble du réseau et non pas à la dimension d'une seule commune, fût-elle la commune centre la plus importante. Ça, c'est évident et qu'il n'y ait pas de confusion dans notre esprit. Non, mais c'est clairement extrêmement important de bien mesurer cette dimension au niveau de l'ensemble d'un réseau. Et cela a été évoqué. Il y a des lignes qui sont structurantes, qu'il s'agisse des lignes de RER, qu'il s'agisse des lignes de métro, des lignes de tram, voire de certaines lignes de bus, pour lequel, clairement, la dimension de gratuité à travers l'induction de trafic, et qui vient principalement, on l'a dit, des modes doux, marche et vélo, va poser un certain nombre de difficultés. Pour autant, ce que nous observons, quoi qu'il en soit, c'est qu'on assiste à une forme de singularisation du transport, parce que la gratuité des autres services publics ne se pose pas, qu'il s'agisse des cantines, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse de l'électricité, qu'il s'agisse des services postaux, etc., etc. Et que, quoi qu'il en soit, les services de transport ont un coût de production important, ont eux-mêmes une empreinte environnement importante qu'il faut prendre en compte dans la réflexion. Alors nous sommes tout à fait heureux que cette réflexion s'engage, nous y contribuerons, mais nous rappelons qu'il faut bien prendre en compte l'ensemble de la dimension réseau et l'ensemble des effets, externalités positives, externalités négatives, à la lumière de l'ensemble de la politique de mobilité des transports publics, mobilité de l'usage de la voiture et autres formes de mobilité qui peuvent exister dans l'espace urbain, mobilité douce, parce que c'est un enjeu de santé publique. Puisque vous avez parlé environnement, je rebondis un instant. Cette gratuité des transports réduirait-elle vraiment la pollution ? C'est aussi un argument de la mairie de Paris. Sauf qu'à Tallinn, la baisse du trafic automobile a été plus nuancée que prévu. Tallinn, c'est la première capitale européenne à avoir mis en place la gratuité des transports. Regardez ce que dit Alan Alakula, le représentant de Tallinn à l'Union européenne. Dans le centre-ville, nous avons obtenu une légère baisse de 6%, mais autour du centre-ville, nous avons observé une légère hausse du trafic. Alors même l'intérêt environnemental pose question. On a à peine quelques minutes pour y répondre. Mais Tallinn, il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une mesure de gratuité totale, il s'agit d'une mesure de gratuité pour les seuls résidents de la commune de Tallinn, et que cela a été fait par la ville. C'est tout le pays. Cela a été fait par la ville pour attirer de nouveaux résidents dans la commune de Tallinn, et pour le coup... Et dès juillet prochain, ce sera toute l'Estonie. Tallinn est une capitale, mais c'est 200 000 habitants. 450 000. 440. Voilà, c'est quand même pas tout à fait la même taille que... Sauf que dès juillet prochain, je le rappelle, ils le mettent en place dans tout le pays. Mais je voudrais quand même revenir sur un paradoxe. C'est que si on met le transport public gratuit, moi je reviens à votre utilisateur de Twitter là, tout à l'heure, il serait quand même paradoxal qu'il puisse utiliser le transport public gratuitement, mais qu'il continue par exemple à payer le Vélib, qui, d'une manière évidente, sur le plan environnemental et de la santé publique, est quelque chose de très positif. Donc, je crois que le sujet est assez compliqué. Il y a plein d'implications, si je puis dire. Donc, il est très positif, effectivement, qu'on se pose des questions, qu'on en parle. La réponse, elle doit être portée au niveau de l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, parce qu'on l'a bien vu, c'est un problématique qui couvre toute la région. Et de l'État, d'ailleurs, parce qu'il y a des questions et peut-être éventuellement de l'État. Mais en tout état de cause, il n'y a pas de réponse simple à cette question. Frédéric Héran, il nous reste 40 secondes, c'est pour vous. Oui, en fait, il faut avoir une conception globale des déplacements urbains. C'est pas le vélo et la marche, c'est pas d'autres modes de déplacement, c'est la majorité à Paris, c'est 55% des déplacements qui se font à pied. Quand le développement du vélo depuis 25 ans, c'est une ligne de métro en moins à construire, qu'on n'a pas eu besoin de construire. C'est l'ensemble de la politique de déplacement qu'il faut rendre cohérente. Cette gratuité, elle déséquilibre cette politique et elle avantage outrageusement le transport public au détriment de modes actifs qui permettent de se bouger. Inciter les cyclistes... Attendez, je voudrais finir. Inciter les cyclistes et les piétons
qui bougent, qui ont la chance d'être actifs, à se mettre dans des transports publics où ils sont passifs, quel dommage. Oui, Paris intramuros, mais peut-être pas la banlieue. Merci, on va avoir l'occasion d'en reparler évidemment dans les prochains mois. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat.